Bonjour. The Killer de David Fincher se termine avec moins de fracas que d'habitude, mais avec une petite retraite tranquille sur la plage. Voici quelques explications et la suite expliquée, et c'est juste après ça. Basé sur le roman graphique français, The Killer voit le personnage principal, qui reste anonyme tout au long du film, trouver enfin l'homme qui lui a lancé un contrat. Le tueur voulait se venger et a réussi à tuer tous les assassins, y compris son propre maître, qui le ciblait, lui et sa petite amie, Magdala, après un coup qui avait mal tourné. Il trouve Claiborne, un homme d'affaires milliardaire, et clone sa carte d'accès pour rentrer chez lui. Le tueur et Claiborne continuent de discuter des événements qui ont finalement conduit le premier à se rendre chez le gestionnaire de fonds spéculatifs. Le tueur demande à Claiborne s'il a engagé le coup pour se venger, mais Claiborne dit qu'il est nouveau dans le secteur du recrutement d'assassins et a pensé que c'est ce qui a été fait pour expliquer que le tueur a raté son tir. Claiborne dit qu'il n'a rien de personnel contre le personnage de Fassbender. Le tueur décide de laisser Claiborne en vie, bien qu'il menace de tuer le milliardaire s'il envisageait de lui lancer un autre contrat. Le tueur retourne ensuite en République dominicaine pour se retirer sur une jolie plage avec Magdala. Bien qu'il ne soit jamais mentionné par son vrai nom, le tueur utilise de fausses pièces d'identité tout au long du film, pour voyager, louer des voitures et rester en dehors du réseau. Ce qui est unique, c'est l'utilisation par l'assassin de personnages de sitcom des années 70. Archie Bunker de All in the Family, George Jefferson de Joe Jefferson, Sam Malone de Cheers faisaient partie des nombreux pseudonymes employés par le tueur pour se rendre d'un endroit à un autre. On ne sait pas pourquoi l'assassin choisit ces noms particuliers, mais cela suggère qu'il n'est pas aussi intelligent que le suggère son monologue intérieur. Après tout, il ne réussit pas son boulot, ce qui devient un problème auquel il ne pourra pas échapper plus tard. Le tueur est bien plus évident qu'il ne le croit, même s'il passe beaucoup de temps à expliquer au public qu'il faut se fondre dans la masse et ne pas se faire remarquer. Il est également possible que l'utilisation de personnages de sitcom des années 70 soit un clin d'œil au décor du volume 1 de The Killer qui se déroulerait à l'époque même où Sam Malone et autres étaient des incontournables de la télévision américaine. Hodges, avocat et gestionnaire d'assassins, était mécontent que le tueur ait raté son tir sur la cible à Paris. À son insu à l'époque, Hodges a sorti un contrat sur le tueur malgré leur histoire de collaboration. Hodges a mis le plan à exécution, mais c'est finalement Claiborne qui a estimé qu'il devait régler les détails étant donné que le tueur n'avait pas réellement terminé le travail pour lequel il avait été embauché. Claiborne et Hodges voulaient que le tueur paie pour son manque d'attention et pour l'avoir mis en danger. Garder l'assassin en vie les mettait tous les deux en danger, d'autant plus qu'ils en savaient trop sur son travail et que la cible était désormais consciente du contrat porté sur lui. Hodges pensait probablement que le tueur était un handicap, et donc dire à Claiborne qu'il devait régler les détails pour éviter que quelque chose ne leur soit attribué était la ligne de conduite la plus idéale. Le tueur a assassiné toutes les personnes impliquées dans le complot visant à le tuer, des autres assassins au chauffeur de taxi, mais il a gardé Claiborne en vie. Il est possible que le tueur n'ait pas tué Claiborne parce qu'il hésitait quant à son engagement en tant qu'assassin. Son dévouement a été remis en question et, malgré sa minutie dans l'exercice de son travail, le tueur a raté sa cible. Mais son hésitation à tuer Claiborne est moins probablement due au fait qu'il ne veut plus faire son travail et davantage au fait de laisser un milliardaire endetté. Tuer Claiborne l'aurait fait taire pour de bon, mais il se pourrait que l'assassin ait voulu le garder en vie pour que Claiborne ait l'impression qu'il devait quelque chose au tueur. Avec tous les autres tués, Claiborne n'a plus aucun lien avec le travail que le tueur a bâclé à Paris. De plus, Claiborne vivra désormais dans la peur que le tueur ne le poursuive s'il sortait des sentiers battus. Cela incite le milliardaire à garder le silence sur le contrat du tueur. De même, cela rassure l'assassin en sachant que Claiborne n'osera plus commettre la même erreur. Lorsque l'experte réalise que le tueur est là pour l'assassiner, elle lui raconte une blague sur un ours et le chasseur qui vient le tuer, mais n'y parvient pas. L'histoire est celle de l'experte qui remet en question le dévouement du tueur à être un assassin, le tueur et le chasseur qui ne veut pas tuer l'ours, peu importe le nombre de fois où il affronte la créature. Fondamentalement, la blague de l'experte porte sur l'excitation de la chasse plutôt que sur la mise à mort. Le chasseur de la blague apprécie le jeu du chat et de la souris avec l'ours, mais se lasse également de le tuer. Bien sûr, l'experte s'offre également plus de temps avant que le tueur ne fasse ce qu'il est venu faire. Dans ce cas, c'est elle qui est l'ours et le tueur qui est le chasseur. Elle se demande si le cœur de l'assassin y est vraiment, mais elle ne veut pas non plus mourir malgré sa résignation à son sort. Le tueur, comme le chasseur, semble apprécier la chasse, mais sa tête n'est plus dans le jeu comme autrefois. La blague de l'ours et du chasseur est en fin de compte le résumé du film de David Fincher de la crise existentielle que traverse le personnage principal.
Le roman graphique The Killer comporte plusieurs volumes et le film de Fincher est principalement basé sur le premier. Alors que le personnage de Michael Fassbender part en République dominicaine pour prendre sa retraite après avoir tué presque toutes les personnes impliquées dans son assassinat, il est tiré de sa retraite dans les bandes dessinées. Dans Le Tueur, volume 4, Concurrence déloyale, The Killer est entraîné dans un plan d'exploitation du pétrole cubain. Dans The Killer 3, Modus Vivendi, il est engagé pour tuer un banquier et un courtier pétrolier, mais soupçonne qu'il y a plus que ce que l'on voit. Après 4 ans de retraite, le tueur a une femme et un fils, mais cela ne l'empêche pas de reprendre son travail. Ainsi, alors que le tueur semble content d'être à la retraite dans le film, il n'est jamais tout à fait en repos dans les romans graphiques. Et la fin du film pourrait voir le tueur à gages de Fassbender prendre sa retraite, mais cela ne veut pas dire qu'il y restera très longtemps. Il est possible qu'il finisse par se lasser ou s'ennuyer de ne pas avoir grand chose à faire et qu'il décide d'accepter un autre emploi de tueur à gages. Les romans graphiques sur lesquels le film est basé ont beaucoup plus d'histoires à raconter, et il pourrait voir le tueur impliqué dans un complot géopolitique. De plus, le tueur gardant Claiborne en vie suggère qu'il pourrait revenir dans The Killer 2. Il pourrait avoir besoin des services de l'assassin, peut-être pour un autre contrat. Quelle que soit la raison, il est rare qu'un assassin reste longtemps à la retraite. Il suffit de regarder John Wick, et si plusieurs suites peuvent être tirées de son histoire, alors la même chose peut être faite avec The Killer. Son histoire ne s'arrête pas à la retraite, et il a sûrement mis quelqu'un d'autre en colère ou a été entraîné vers un autre emploi contractuel. La prochaine fois qu'il tentera de tuer, cela pourrait avoir encore plus de conséquences que dans le premier film. Bien sûr, The Killer 2 n'a pas reçu le feu vert, et il reste donc difficile de savoir si une suite aura lieu. Voilà, très bon film que j'ai adoré. Toi, n'hésite pas à me faire savoir ce que tu en as pensé dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye.